C'est un tabou difficile à faire exploser. L'inceste, le sujet n'est pas nouveau, mais il est très discuté en ce moment à la faveur de l'affaire Duhamel et de débats parlementaires sur l'âge du consentement. Ce soir, nous sommes heureux de vous accueillir. Édouard Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juge des enfants depuis 17 ans, actuellement à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Vous co-présidez la commission sur l'inceste mise en place l'été dernier par le gouvernement. On est aussi avec toi, Hugo Lemonnier. Bienvenue sur le plateau d'Air Libre. Tu as enquêté pour Mediapart sur les mères face à l'inceste. On va découvrir ton travail dans un instant. Édouard Durand, vous publiez demain chez Duno un ouvrage collectif qu'on voit s'afficher « Violence sexuelle, en finir avec l'impunité ». Pourquoi ce titre? Est-ce qu'en France, les violences sexuelles sont impunies? C'est un livre que Ernestine Ronay et moi avons dirigé, un livre collectif. Beaucoup d'experts engagés sur le sujet ont contribué. En finir avec l'impunité, il suffit de se référer aux chiffres effarants, proportion des violences sexuelles faites aux personnes majeures, aux femmes essentiellement, faites aux enfants aussi, et aux chiffres très importants des classements sans suite, près de 70% de classements sans suite, aux chiffres très bas de condamnations pénales, à peu près 1000 condamnations pénales par an pour à peu près 300 000 faits de violences sexuelles chaque année, et ces chiffres montrent un système d'impunité. Pourquoi ? Vous savez, Charles Péguy écrit « Le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. » Non seulement penser, mais voir la scène de violence, et tout particulièrement la scène de violence sexuelle, ça fait peur. Voir la scène de violence sexuelle faite aux enfants, la scène de l'inceste, ça fait tellement peur qu'il est plus commode de ne pas la voir. D'après plusieurs enquêtes, c'est compliqué de quantifier l'inceste. Il y a eu un récent sondage Ipsos qui disait 10% des Français disent en avoir été victimes. D'après l'enquête de référence de l'INED Virage, 5% des femmes adultes, soit 1 sur 20, a été victime d'inceste. Il y a d'autres enquêtes comme ça. C'est donc bel et bien une réalité, mais est-ce qu'on est loin du compte avec les chiffres qu'on connaît ? Oui, nous savons que les violences en général, et tout particulièrement les violences de l'intime, violences sexuelles faites aux enfants, les violences conjugales font l'effet d'une double sous-révélation. Premier niveau de la sous-révélation, c'est que nous savons que très peu de victimes portent plainte. Entre 1 sur 10 et 1 sur 20 au maximum. Donc que peu de faits sont révélés à l'autorité judiciaire. Et nous savons aussi que lorsque les victimes révèlent ces violences, elles disent moins que l'horreur du réel effectivement subi. C'est pourquoi il est possible de dire qu'il faut croire une victime qui révèle des violences sexuelles. Alors justement, sur la question de croire les victimes et croire celles qui les aident à parler, en général les mères, quand il s'agit d'enfants, on va voir ton enquête, Hugo. On dit beaucoup d'ailleurs, il faut porter plainte. Toi, Hugo, tu as enquêté sur plusieurs dossiers d'inceste où des mères portent plainte parce qu'elles croient leurs enfants et qu'elles veulent les protéger, mais les institutions ne les aident pas. C'est l'histoire, Hugo, d'une mère dont la parole à chaque étape a été mise en doute, et je précise que les propos qu'on va entendre sont difficiles. Oui, avec Youmni Kezouf, on est allé près de Toulouse pour rencontrer Sarah Kadi. Elle a 42 ans, elle est aide-soignante. Elle vit séparée de son ex-conjoint depuis la naissance de leur fille qu'on appellera Marie pour préserver son anonymat. Au départ, Sarah a la garde principale et le père un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Jusqu'au jour où Marie, alors âgée de 4 ans, lui fait une première confidence. Nous étions toutes les deux avec Marie et du coup, un jour, elle me dit « Maman, papa me touche le zizi, m'embrasse sur la bouche. » Donc, quand elle m'a dit ça, je l'ai reprise, j'ai été choquée, quand même. J'ai voulu reformuler pour dire « Comment ça, papa te touche le zizi ?» Oui, et elle a mimé. Du coup, je lui dis « Mais chérie, il te savonne, te lave, c'est normal, il faut laver cette partie. » Et après, elle m'a répondu « Non, maman, ce n'est pas pour laver, c'est pour jouer. » C'est quoi votre réaction à ce moment-là? J'aurais jamais voulu entendre cela, quoi. Je suis une maman. Vous imaginez, j'ai été choquée. Là, j'ai compris qu'il y avait un gros problème, un gros souci.
Très vite, Sarah est orientée vers un service spécialisé dans l'accueil des enfants maltraités à l'hôpital de Toulouse. Elle et sa fille sont reçues par une psychologue et une éducatrice qui vont dire à Sarah de continuer de confier Marie à son père. L'équipe professionnelle de l'enfance en danger, qui est spécialisée pour recueillir la parole des enfants, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude ni de danger imminent. Je me suis dit peut-être que c'est moi qui angoisse, vous voyez. Du coup, on m'a rassurée, certes, mais j'avais la boule au ventre. Je l'ai donnée avec la boule au ventre en me disant, j'espère de tout cœur qu'il n'y a pas de danger pour elle. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je la donne, surtout. Donc pas de danger imminent et pourtant 2 retours de week-end chez son père. Marie parle à nouveau à sa mère des attouchements qu'elle subirait de la part de son père. Sarah va donc porter plainte. Marie est auditionnée par la brigade des mineurs de Toulouse. Cette audition, on l'a consultée. Voilà ce que dit Marie devant la policière qui l'interroge. « Il est gentil, papa, avec toi ?» « Oui, mais pas beaucoup gentil. » « Il n'est pas beaucoup gentil ? Pourquoi ? » « Parce qu'il veut mettre la main là. » Marie pose la main sur son pubis. « Il met la main là, pourquoi faire ? Pour pas me nettoyer, c'est pour jouer. » En sortant du commissariat, Sarah décide de ne plus confier Marie à son père pendant plusieurs week-ends. C'est illégal. Sarah risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais surtout, elle risque de perdre la garde de sa fille. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai voulu protéger ma fille. Pour moi, c'était inconcevable de donner ma fille à son père. Mais en tant que mère, il est inconcevable de jeter ma fille au loup. Elle me dit que son père lui touche le zizi, comme elle dit, mais c'est de l'inceste. Une audience a lieu devant la juge aux affaires familiales qui ordonne à Sarah de respecter les droits de garde du père. L'enquête pour les faits d'inceste est alors toujours en cours, mais pour la juge aux affaires familiales, ce n'est pas le père qui est en cause, c'est la mère. Sarah Kadi est accusée de manipuler sa fille. J'ai été accusée de mère aliénante. Ça veut dire quoi? Je ne connaissais pas ce terme. Et le syndrome d'aliénation parentale, le SAP. En fait, je serais donc l'instigatrice de cette histoire. Je montrais la tête à ma fille pour qu'elle dise que son père lui touche le zizi. Je comprenais pas. Je comprenais pas. J'allais vers la justice pour demander de l'aide par rapport aux propos que tenait ma fille. Et au final, ça se retourne contre moi. On m'accuse. Donc Sarah Kadi parle ici du syndrome d'aliénation parentale, le SAP. C'est une théorie très controversée qui n'est pas reconnue par la communauté scientifique internationale. Et pourtant, ce concept est très souvent utilisé par les tribunaux. Même si l'enfant décrit avec précision des faits d'inceste présumés, la mère est presque systématiquement suspectée d'instrumentaliser son enfant. Et Sarah n'échappe pas à cette règle. Dans sa décision, la juge aux affaires familiales écrit « La suspicion d'attouchement est généralement utilisée pour évincer le père de tout droit sur l'enfant commun. » Et pourtant, Hugo, l'expertise psychologique de la famille, et notamment celle du père, demandée par la même juge, est inquiétante. Oui, cette expertise, on l'a lu. La psychologue parle de comportements qu'on peut qualifier de passage à l'acte incestuel de la part du père sur Marie. Les mesures d'investigation l'amènent à se contrôler, mais cela ne rassure pas car ces attitudes font partie d'un fonctionnement de fond. La psychologue préconise de rappeler au père l'interdiction de tout geste déplacé. L'experte conclut, à terme, le droit de visite, mais aussi l'exercice de l'autorité parentale pourrait être remis en question. Je me suis dit que Marie disait bien vrai, qu'en effet, ce qu'elle reprochait à son père, c'était bien clair. Même l'expert psychologique le dit. Pour vous, c'était la preuve? Oui. Pour moi, je pensais que grâce à cette expertise, Marie allait être protégée par la justice. Car c'était écrit noir sur blanc que son papa avait un comportement à tendance incestuelle. Sarah va donc envoyer cette expertise au parquet pour demander la réouverture de l'enquête classée sans suite quelques jours plus tôt, sauf que le procureur n'en fera rien.
selon lui, ce climat incestuel décrit par l'expertise n'est pas de nature à modifier le classement sans suite. Alors pendant 4 ans, la mère va continuer de confier Marie à son père. Quand vous voyez tous ces acteurs sociaux, la justice, etc., qui vous disent qu'il n'y a pas d'inquiétude, ils m'ont presque persuadée que ma fille n'était pas en danger. Sarah baisse donc la garde jusqu'en octobre 2019. À ce moment-là, la police l'informe que son ex-conjoint est visé par une enquête pour tentative de viol sur mineur. Il est placé en détention provisoire. Mais ce n'est pas tout. Elle apprend aussi qu'il a été condamné quelques mois plus tôt pour agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité. Or, ni durant l'enquête, ni après le procès, personne n'a jugé utile de prévenir Sarah. Donc Marie a continué d'aller chez son père un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Et c'est d'autant plus grave, selon la mère, que lorsque Sarah explique à Marie que son père est en prison, la petite fille va lui faire de nouvelles révélations. Elle m'a dit que son père n'avait jamais cessé. Ça a fait 2 secondes. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a jamais cessé? Mais tu le sais, maman, la main dans les parties intimes. Oh mon Dieu, j'étais effondrée. Est-ce qu'elle s'en rappelait qu'elle avait vu des policiers? Oui. Elle m'a dit, maman, on m'a pas cru. La première fois. Est-ce que tu crois qu'on va me croire? S'il n'y avait pas eu d'autres victimes, eh bien, ma fille aurait continué à aller chez son papa et aurait continué à subir. Combien de temps? Des années. Alors, on a contacté l'avocat du père. Il nous a fait savoir que son client, je cite, conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés par Madame Cady. Je cite à nouveau, il s'agit malheureusement d'une tentative de manipulation de la justice pénale dans un seul but de vengeance. Aujourd'hui, cet homme de 42 ans a perdu ses droits de garde. Il est placé sous contrôle judiciaire et il sera renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 mars pour agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 15 ans. Pour ces faits, il encourt 10 ans de prison et il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Merci Hugo. Édouard Durand, sans vous prononcer sur ce cas précis qui plus est n'est pas encore jugé, qu'est-ce que vous inspire ce genre de parcours de combattante que vit Sarah avec sa fille? En effet, je vous remercie de rappeler que magistrat moi-même, je ne saurais me prononcer sur des affaires judiciaires que je ne connais pas par mon exercice professionnel. Ce que je peux dire, c'est que l'expérience de ces mères qui tentent de protéger leur enfant, qui leur révèlent des violences sexuelles incestueuses, n'est pas rare. C'est une réalité. Et cette réalité interroge l'autorité judiciaire dans sa capacité de protéger les enfants vraiment, efficacement. Et donc, interroge la société dans son ensemble. Et je pense que, puisqu'il s'agit de violences sexuelles faites aux enfants dans la famille, et donc de nos représentations, de ce que c'est que la famille, il faut injecter du savoir. Alors, comment? Eh bien, quel nous savoir? savons, notamment, principalement, pour répondre à votre question, que les fausses allégations, les fausses dénonciations sont très résiduelles. Nous savons que lorsque un enfant, un policier, une institutrice, une mère, un grand-père révèle avoir entendu un enfant témoigner de violence, ce sont des récits réels, vrais, et non pas inventés pour nuire. Donc, qu'au contraire, croire l'enfant est un principe de précaution. Mais comment ça se fait, puisque il y a très peu de mensonges, de fausses accusations. Comment se fait-il que le concept de syndrome d'aliénation parentale, par ailleurs, comme tu l'as dit Hugo, non reconnu par la communauté scientifique, soit à ce point utilisé par les magistrats ou les policiers comme contre les mères? Est-ce que c'est un manque de formation? Vous dites qu'il faut injecter du savoir, ok, très bien. Est-ce qu'il y a aussi un biais de lecture qui est imprégné par la société dans laquelle on vit, qu'on pourrait qualifier de patriarcale? Oui, je le dirais comme ça moi-même, en effet. Je pense que ce concept d'aliénation parentale,
a-t-il été forgé pour cette raison? Je ne saurais le dire, mais à l'usage, montre qu'il est une forme de caution du déni des violences faites aux enfants. Il sert principalement à ne pas voir la violence, à autoriser les juges, les enseignants et toute personne concernée par le développement des enfants à ne pas voir la violence. Donc ça arrange parce que c'est plus facile, alors que nous savons qu'il y a des raisons légitimes pour qu'un enfant refuse de voir l'un de ses parents. Et ces raisons légitimes sont principalement ce que l'on appelle l'alliance et le détachement. Le détachement est le processus psychique par lequel un enfant s'autorise à ne plus vouloir être en lien avec un parent maltraitant qui lui a fait du mal. Et on pourrait comprendre l'enfant dans ce processus de détachement. On pourrait non seulement le comprendre, mais le soutenir. C'est aller jusqu'à faire la différence entre ce que j'appelle les 4 registres de la parenté, qui sont l'affiliation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Et ça, vos collègues, les juges, les magistrats, éventuellement les policiers de la brigade des mineurs, ne sont pas capables de détecter ce détachement, ou trop peu capables de le détecter, ce détachement qui devrait mettre la puce à l'oreille? Les juges, les procureurs, les avocats, comme les policiers, les gendarmes, sont confrontés à des injonctions paradoxales issues de la loi elle-même, avec des principes qu'il faut arriver à articuler de manière protectrice. Arriver à penser un principe de la coparentalité, mais à lui reconnaître des exceptions. Et tout ce qui est de l'ordre de la violence doit faire exception à la coparentalité. C'est le seul moyen de protéger les enfants et les mères. Hugo. Vous parlez d'injonction paradoxale. Ces mères aussi font face à un dilemme, une injonction paradoxale, parce que si elles ne parlent pas, on dit qu'elles sont complices. Et si elles parlent, elles manipulent leur enfant. Donc, et souvent, ce qu'on voit dans ces affaires judiciaires, c'est que plus elles se défendent, plus elles essayent de produire des preuves. En réalité, plus elles s'enfoncent et plus elles sont suspectes. Oui, c'est pourquoi il faut renforcer la loi. J'ai tendance à dire d'une manière plus impérative, pour que la loi dise plus nettement comment on doit aller dans le sens de la protection. C'est pourquoi il faut toujours renforcer ce qui est de l'ordre de la formation. Pourquoi? Parce qu'une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne. Le maillon faible de la chaîne, pour un enfant particulier, ça peut être moi, Édouard Durand, ça peut être vous, journaliste, ça peut être son institutrice ou sa psychologue, je ne sais pas. Mais donc il faut que toutes les personnes engagées dans la protection de l'enfance montent en compétences en même temps pour que la chaîne soit renforcée. C'est comme ça qu'il faut renforcer la loi? Oui, absolument. La question des expertises est aussi au cœur de ces dossiers. Est-ce qu'il faut revoir la façon dont elles sont pratiquées, revoir qui les pratique? Un exemple, le cas du psychiatre Paul Bensoussan que tu cites dans ton enquête à lire sur Mediapart, qui lui est partisan du SAP, qui croit à ce syndrome d'aliénation parentale, qui l'utilise beaucoup dans ses expertises. Lorsqu'on a un psychiatre assermenté auprès des tribunaux, qui croit au SAP, qui par ailleurs n'est pas reconnu par la communauté scientifique, est-ce qu'on est face à un expert légitime et qualifié? Oui, ce qui est important, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'injecter du savoir dans nos représentations et se mettre d'accord sur un savoir commun pour un principe de protection, de précaution, d'une meilleure protection des enfants. Ça, c'est très important. Et il faut en effet que, s'agissant des experts, et des experts qui vont examiner le développement de l'enfant et sa sécurité et les interactions entre chaque parent et l'enfant, il s'agisse d'experts spécialisés dans l'enfance, c'est-à-dire des pédopsychiatres ou des psychologues spécialisés pour les enfants. Et vous avez d'ailleurs des pédopsychiatres qui ont construit un diplôme universitaire sur l'expertise en pédopsychiatrie, notamment le docteur Maurice Berger, le docteur Pierre Lévy-Soussan, le docteur Jean-Marc Benkemoun. Et des diplômes universitaires de cette nature sont très importants parce qu'ils vont permettre, sur l'ensemble du territoire national, de garantir qu'il y a des experts qui sont formés à la sécurité et au développement des enfants. C'est un métier.
Une ou deux dernières questions rapidement. Vous discutez avec vos collègues magistrats, vous êtes juge des enfants depuis 17 ans, vous avez du métier. Est-ce que vous avez ces discussions, ces débats? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils savent qu'il y a un problème dans la façon dont la justice traite les violences sexuelles faites aux mineurs? Ou est-ce que vous avez des murs? Est-ce que vous avez des gens qui disent « mais non, ça va, c'est pas ça le problème » Naturellement, je discute avec mes collègues et pour avoir été chargé de formation à l'École nationale de la magistrature et pour l'être encore, je contribue à la formation de mes futurs collègues et de mes collègues dans la formation continue. C'est absolument essentiel qu'il y ait ces espaces de dialogue. Ce qui est très important, c'est de pouvoir aller à l'audience avec l'appréhension d'une situation individuelle, non reproductible et un état de connaissance indispensable pour appliquer la loi de façon protectrice. Et à la commission sur l'inceste, quel est votre objectif? Nathalie Mathieu, qui dirige une association spécialisée dans la protection des enfants victimes d'inceste, et moi-même avons été nommés coprésidents de cette commission très récemment. Et ce qui est la colonne vertébrale qui va structurer tous les travaux de la commission, tels que annoncés par le président de la République lui-même le 23 janvier dernier, est de recueillir la parole des victimes. Et nous pensons que si aujourd'hui des adultes ont le courage, voire prennent le risque, de dire les violences qu'elles ont subies dans leur enfance, c'est aussi et peut-être d'abord pour mieux protéger les enfants aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, à partir de cette parole, construire une politique publique qui protège mieux les enfants. Vous espérez un électrochoc avec cette parole? Oui, on peut dire d'ailleurs que nous assistons à une période qui est une période d'électrochoc. C'est-à-dire que des témoignages de victimes, comme le fait Camille Kouchner dans le livre La Familia Grande, comme l'a fait Vanessa Springora, comme l'ont fait d'autres personnes victimes, depuis Eva Thomas, cette parole aujourd'hui trouve un écho dans la conscience collective. Nous nous sentons responsables de la protection qui n'a pas été donnée et dans la protection que nous devons garantir aujourd'hui, ce qui est très fort. Hugo, une dernière question avant qu'on se quitte. Vous parlez de ces victimes qui parlent des années après, mais en ce moment, il y a des enfants qui ont 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ont parlé, qui parlent. Mais est-ce que ces mères, les associations qui les suivent, est-ce que vous allez les entendre? Est-ce que vous allez les auditionner? Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est une exigence morale de protéger les enfants aujourd'hui. Et beaucoup de personnes sont extrêmement engagées et y consacrent leur existence professionnelle. Et il y a aussi une réalité de la protection. Il faut regarder aussi ce qui fonctionne. Il y a des formations qui sont mises en œuvre, il y a des protocoles d'audition des enfants victimes de violences auxquels les gendarmes, les policiers sont formés. Nous allons travailler avec les gendarmes et les policiers sur ce point-là. Il y a dans beaucoup d'hôpitaux et de plus en plus aujourd'hui des unités spécialisées pour recueillir la parole des enfants et donc mieux garantir leur protection au sein de toute la procédure pénale. Mais il y a encore du boulot parce que dans l'enquête d'Hugo, c'est un service spécialisé dans l'enfance maltraitée qui a recueilli la parole de Marie et qui a conclu que Sarah, sa mère, devait continuer à la donner à son père le week-end. Il faut protéger les enfants, c'est un principe de précaution. On va rester là-dessus. Est-ce qu'on peut citer ce numéro, le 119, peut-être, pour les appels gratuits et confidentiels? Le 119, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je précise, je l'ai appris en écrivant mon script, que le 119 n'apparaît pas sur les relevés téléphoniques. Donc il ne faut pas hésiter à appeler si on pense qu'un enfant est en danger. Merci à tous les deux. Merci Hugo. Ton enquête est à lire sur Mediapart. Merci Édouard Durand d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous publiez demain ce livre collectif Violence sexuelle, en finir avec l'impunité, c'est chez Duno. Merci à tous les deux. Tout de suite le 24 heures.